Bonjour à tous, Bonjour. je suis Maxime de Ma Solution Gestion, je suis avec Jérémy Leblond. On est aujourd'hui réunis pour vous faire une présentation sur la loi dématérialisation et puis les échéances qui sont à retenir, les informations dont on dispose et qu'on peut vous partager. Euh, il est 10h01, on va commencer la présentation. Et pour le coup, on va commencer par une petite présentation de Ma Solution Gestion, rapide. Ça permettra en plus aux autres participants d'arriver tranquillement. Euh, je vous fais une petite présentation du coup du groupe Infragest, duquel nous faisons partie. Donc nous sommes Ma Solution Gestion et nous faisons partie d'un ensemble de groupes qui rassemble beaucoup de métiers. Donc Ma Solution Connect, Ma Solution Pay, Ma Solution e-learning et puis aussi Promosoft pour la partie infra, pour les principales. Ça permet d'avoir beaucoup de métiers à vous proposer, donc du connecteur, du conseil RH, de la formation, de la paye, des logiciels de gestion et des logiciels de gestion d'entrepôt. Ça vous permet d'avoir un interlocuteur unique pour toutes ces demandes et vous permettre, vous, de moins vous prendre la tête à avoir plusieurs interlocuteurs. On est implanté sur toute la région Normandie, centre-Val de Loire et puis aussi sur la partie parisienne, donc l'Île-de-France. Donc ça, c'est nos différentes agences. Et depuis 2020, on fait partie de la Top League en partenariat avec Setch. Le sujet d'aujourd'hui, donc on va pouvoir rentrer dans le vif, hein, tout simplement, c'est la dématérialisation. Donc on va vous rappeler aujourd'hui les spécificités, ce que ça comporte, les échéances légales à respecter. Ça s'est beaucoup accéléré depuis la crise du Covid-19. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de passer tout simplement à la dématérialisation pour des problématiques de télétravail. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le gouvernement et du coup l'administration publique met en place des obligations pour les entreprises en matière de dématérialisation. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est savoir qu'est-ce que c'est la loi finance. La première échéance était en 2024, on va revenir dessus, mais c'était savoir comment s'y préparer d'ici là. Quels sont les bénéfices que vous pouvez tirer de cette contrainte légale, j'ai envie de dire, et qu'est-ce que ça va changer dans votre gestion des factures. Je vais laisser la main à Jérémy qui va vous parler du calendrier initial. Voilà, donc le calendrier initial porte bien son nom, parce que effectivement, c'est ce qui était prévu initialement. Cet été, finalement, le gouvernement a décidé de modifier, ce calendrier. Pour le moment, il est reculé. On n'a pas encore, les nouvelles dates. Elles devaient, être publiées lors de la loi de finances 2024 qui vient de sortir. Malheureusement, on n'a pas encore d'informations complètement, établies, et précises, et en fonction des sources, les dates ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais néanmoins, c'est juste, reculé, parce que de toute façon, c'est une directive européenne. Tous les pays d'Europe vont devoir se mettre en conformité avec, cette méthodologie de facturation électronique. Et pour information, l'Italie est déjà en ordre de marche, donc c'est le premier des pays d'Europe à avoir mis en place la dématérialisation et ça fonctionne dorénavant chez eux. Donc le calendrier initial, c'était quoi? Donc en fait, de toute façon, effectivement, les échéances sont repoussées, mais la méthode de fonctionnement va rester la même. Donc il était prévu de découper, cette mise en place en 3 phases, donc une au 1er juillet 2024, qui devait concerner les plus grandes entreprises de France, donc c'est-à-dire celles, qui, ont plus de 5 000 salariés. Donc en même temps, vous allez vous comprendre un petit peu, avec le déroulé de cette présentation, plus l'entreprise est grande, plus elle a de clients et plus la mise en place est chronophage. Et effectivement, donc le gouvernement a décidé de reculer, parce que, certaines des plus grandes entreprises françaises n'étaient pas prêtes et ne l'auraient pas été au 1er juillet 2024, tellement la somme, de modifications informatiques à faire chez eux est importante. Ils n'auraient pas pu être prêts. Donc en fait, il a été décidé de décaler de quelques mois, ce calendrier. Ensuite, et donc au 1er juillet 2024, l'obligation portait sur, heu, l'émission des factures de vente, puisque
en fait, il va y avoir 2 flux, hein. Il y a l'émission des factures, c'est-à-dire quand vous allez émettre une facture à destination de vos clients et puis il y a la réception des factures de vos fournisseurs. Donc de toute façon, à partir du 1er juillet 2024, ce qui est obligatoire, c'est d'être en ordre de marche pour pouvoir recevoir les factures de vos fournisseurs. Ensuite, ça c'est pour toutes les entreprises. Et ensuite, les différentes échéances vont concerner l'émission des factures de vente. Donc, au 1er juillet 2024, seules les plus grandes entreprises de plus de 5 000 salariés auront ou auraient eu l'obligation d'émettre leurs factures clients. Ensuite viennent les entreprises comprises entre 250 et 5 000 salariés, donc au 1er janvier 2025. Et ensuite, la règle s'appliquera au 1er janvier 2026 pour toutes les entreprises de France. Et donc, concernant l'émission des factures, il y a plusieurs cas possibles. Donc, le cas classique qui va être ce qu'on va appeler l'e-invoicing, donc ça va être l'échange électronique de factures. On va le voir un petit peu plus loin en détail, mais ça va concerner essentiellement les interactions des entreprises avec d'autres entreprises. Et puis, il faut bien comprendre aussi que certaines entreprises travaillent avec des particuliers, donc certaines avec des entreprises et des particuliers, d'autres uniquement avec des particuliers. Et il faut bien avoir compris que, en tant que particulier, enfin en tout cas les entreprises qui vont travailler avec des particuliers ne vont pas être obligées de déposer les factures sur un portail numérique. Hein, le format papier restera la norme, ou bien on va pouvoir recevoir par email. Mais il faut bien comprendre que la dématérialisation des factures électroniques, c'est plutôt, c'est plutôt un format, c'est plutôt une méthodologie qu'un support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on émet une facture en PDF et qu'on l'envoie par email à un de nos clients, c'est déjà une dématérialisation. Oui. Mais ce n'est pas le sujet de la loi et vous allez comprendre un petit peu plus tard de quoi il en retourne. Donc, Maxime, est-ce que tu peux justement nous faire état du communiqué qui est sorti cet été, donc qui décale les dates de réforme? Bien sûr, je peux faire ça. J'ai envie de dire coup de théâtre. La DGFiP a publié cet été un communiqué de presse qui change le calendrier initial. Donc, je vous ai mis le communiqué de presse, on vous communiquera forcément le support, vous pourrez le lire. Je vais vous en épargner la lecture complète, mais en quelques mots, la date d'application a été repoussée. On n'a pas de date précise pour le moment, mais on suppose que ça va être un report de 6 mois à 1 an environ. Ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, l'échéance de fin, à savoir 2026, va rester la même, Ouais. mais l'échéance de début de la mise en place de la loi finance va être repoussée légèrement. C'est-à-dire qu'au lieu de juillet 2024, on va peut-être commencer début 2025. Ça va s'étendre de 2025 à 2026. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est plutôt une bonne nouvelle parce que la DGFiP a préféré repousser l'échéance pour éviter une catastrophe. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, ça vous permet de vous préparer au mieux. Ça repousse un petit peu l'échéance et vous aurez le temps De vous préparer. de vous préparer tout simplement, hein, et qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de facturation. On apprend aussi autre chose dans ce courrier, c'est que les premières candidatures des plateformes ont été étudiées, enfin elles ont été reçues et commencent à être étudiées. Une décision sera connue prochainement. Pareil, on n'a pas forcément de date. Mais on vous tiendra au courant pour toute décision qui sera rendue par la DGFiP. Donc, par plateforme, en fait, on va en parler juste On va en après, parler, mais ce on qu'est va une vous plateforme. expliquer ce que c'est qu'une plateforme, ce que c'est qu'un PDP. Et Voilà, en fait, c'est un des éléments principaux de la réforme. c'est ça. Et du coup, on a pour le moment 2 partenaires qui ont candidaté, c'est Sedge et OpenBee. Et je pense que Jérémy, là, on va pouvoir un petit peu donner un peu plus de détails sur les types de transactions. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé des portails, donc je ne vais pas détailler tout de suite, parce qu'on revient un petit peu plus tard dans la présentation. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour ceux qui ont déjà déposé des factures sur le portail qui s'appelle Chorus Pro à destination notamment de l'administration, du public, eh bien, ça va être quelque chose de la dématérialisation, ça va être quelque chose de similaire à Chorus Pro. C'est-à-dire que
Et d'ailleurs, ça ne va pas changer pour ce qu'on Oui, appelle le B2J, donc c'est-à-dire le business qu'on va faire avec l'administration, avec le public. Dès que vous devez envoyer une facture à l'administration, ça continuera à se faire par l'intermédiaire de Chorus Pro. Là, le portail va pas changer. Par contre, on va avoir des portails équivalents à Chorus Pro pour l'ensemble des échanges des factures avec l'ensemble des partenaires, sauf les particuliers, mais vous aurez quand même une action à faire quand vous allez travailler avec les particuliers. Donc, quand vous travaillez en France, donc sur le territoire français, avec l'administration, vous déposerez les factures sur Chorus Pro. Avec une autre entreprise, vous déposerez les factures sur un portail. Donc, soit le portail étatique qui s'appellera probablement Chorus ou qui portera un autre nom, soit des portails privés qu'on va appeler des PDP pour portail de dématérialisation de partenaires. On va en discuter un ouais. petit peu plus loin. Et quand vous allez travailler avec soit des entreprises à l'international, soit des particuliers, alors vous n'aurez pas l'obligation de déposer la facture sur le portail, mais vous aurez l'obligation de déposer un fichier structuré tous les mois qui va détailler la totalité des transactions du mois et qui va faire état de la TVA que vous avez perçue et donc que vous allez devoir redonner à l'État. Donc voilà, grosso modo, tous les types de transactions auxquelles on va être confronté. Donc en synthèse, Maxime, ça donne quoi? En synthèse, on a du coup évoqué le report qui était prévu pour juillet 2024, qui va vous permettre, vous, de vous organiser. C'est le moment de commencer à y réfléchir et puis de tout mettre en place pour que ce soit prêt à la nouvelle échéance qui va Ouais, être communiquée. Et pour le moment, on n'a pas de date précise à vous communiquer, mais on vous tient au courant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être décalé d'environ 6 mois, 1 an. Il y a aussi une obligation ouais, dont tu peux nous parler. tout à fait. Donc en fait, on va détailler parce qu'en fait, la réforme, elle concerne plus, si on parle d'outils, elle va concerner plus la gestion commerciale que la comptabilité. Néanmoins, il va y avoir du travail à faire, aussi bien en gestion commerciale qu'en comptabilité. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est plutôt une bonne nouvelle que le Oui. calendrier soit décalé, Mm. parce qu'il va quand même y avoir beaucoup de travail à fournir pour pouvoir se mettre en conformité et être en capacité de pouvoir recevoir et de pouvoir éditer des factures. Et notamment parmi ces obligations, alors peut-être que ça va parler à certains, mais dans la comptabilité Sage que nous, on distribue, il y a une fonctionnalité qu'on appelle les registres de taxes. Le paramétrage de ces fameux registres de taxes permet quoi? Permet de calculer en automatique le montant de la TVA du mois. Ça permet aussi en automatique, enfin actuellement c'est comme ça que ça fonctionne, de remplir automatiquement le document CERFA que normalement vous devez remplir sinon à la main Mm. et de le télédéclarer, puis effectivement avec moyen de paiement, pourquoi pas, d'en assurer le paiement dans la foulée. Mais vous avez commencé j'imagine, à apercevoir ce qui se profile derrière ça. Quand vous allez devoir, quand j'ai dit tout à l'heure que quand vous travaillez par exemple avec des particuliers, eh bien vous allez devoir tous les mois déposer un fichier structuré qui va contenir le montant de la TVA due. Eh bien en fait, ce que l'État demande, c'est que le montant de la TVA ne soit pas calculé manuellement, mais soit calculé automatiquement à travers les logiciels de comptabilité. Parce que, bon, nous, c'est principalement Sage, mais il y en a d'autres, des logiciels de comptabilité. Et c'est le logiciel de comptabilité qui va être en charge. Et donc, les éditeurs vont aussi avoir un travail à fournir de ce côté-là. C'est pour ça qu'il va falloir mettre à jour les logiciels. C'est que les éditeurs vont avoir en charge la production d'un fichier structuré, normé, qui va contenir toutes les informations que vous allez déposer tous les mois sur le portail pour dire, bah voilà, ce mois-ci, j'ai émis tant de factures avec des particuliers et je dois tant de TVA. Donc, ça fonctionne pour le e-reporting, mais ça va fonctionner aussi pour le e-invoicing. Oui. C'est-à-dire que quand vous allez travailler avec des professionnels, là, tous les mois, vous avez l'obligation, enfin, à chaque fois que vous émettez une facture, pardon, vous avez l'obligation de la déposer sur le portail, mais en fin de mois, vous aurez aussi l'obligation, en plus, de générer un fichier structuré et de le déposer aussi sur le portail. Donc, c'est pour ça que
Tout ça va devoir se faire obligatoirement de manière informatisée et donc il va falloir mettre à jour les comptabilités pour qu'elles puissent être en capacité d'avoir tous les éléments de calcul et tout le paramétrage nécessaire pour pouvoir générer ce fameux fichier. Donc voilà, donc là on vous a présenté Oui. de manière globale un petit peu, La la situation aujourd'hui, situation, là. tout à fait, là où on en est, ce qu'il faut retenir, ce qu'il va falloir faire et maintenant pour que vous puissiez comprendre, quels sont les impacts et qu'est-ce que vous allez devoir faire comme travail préparatoire, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et là on va vous présenter donc ce qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, les différentes plateformes et les circuits de validation. C'est ça. Je vais vous tout simplement vous présenter un schéma qui va vous faire comprendre comment fonctionnent les plateformes aujourd'hui. Du coup, Jérémy, tout à l'heure, tu as parlé des plateformes PDP. Mmh, Qu'est-ce qu'une plateforme PDP? C'est une plateforme sous la forme d'un site web où vous allez pouvoir déposer vos factures, enfin les factures de vos clients et aussi, plus tard, les recevoir. tout à fait. C'est-à-dire que ça va être vraiment un portail unique pour ça. Avant les PDP, du coup, je vais utiliser PDP pour les partenaires de dématérialisation, ça sera un petit peu plus simple. Avant les PDP, il y avait aussi les opérateurs de dématérialisation. Eux, c'était simplement des outils qui permettaient de dématérialiser les documents, à savoir vous receviez un document papier ou par mail, ça vous permettait, vous, de l'enregistrer en comptabilité, Non, le mais en aucun cas, ça permettait de le transmettre à qui que ce soit, de l'archiver ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but, c'était vraiment dématérialiser le document. Donc c'est ce que j'ai dit, ça transmet pas le document au portail et à l'administration. Donc les plateformes PDP, demain, elles se chargeront d'assurer la transmission aux clients et aux partenaires et aux entreprises destinataires. Par rapport à la plateforme publique qu'on peut connaître aujourd'hui, l'intérêt des plateformes privées, c'est dans les bénéfices que vous allez pouvoir sortir de cette plateforme. À savoir, vous allez pouvoir avoir des attestations de transmission pour chaque facture au destinataire, le suivi des relances avec des différents statuts, un archivage des factures, donc avec votre plateforme que vous allez, choisir. Vous avez le choix est libre sur les plateformes qui seront sélectionnées. Un rapprochement des factures et des paiements et les PDP qui pourront communiquer directement avec votre ERP. Soit c'est intégré dedans, soit il y a une API à Ouais, développer. c'est ce que tu disais à l'instant. Effectivement, dans la valeur ajoutée que les PDP vont proposer, c'est justement de proposer des API avec les logiciels dont vous disposez déjà. Donc une API, c'est un connecteur, Ouais, qui va connecter, on va dire, le 2 site, outils, 2 hein. outils, Mmh. voilà, par internet, de manière à pouvoir réaliser automatiquement des opérations qui, s'il n'y avait pas eu l'API, auraient dû être manuelles. C'est ça. Donc en fait, vous allez comprendre un petit peu plus loin, là encore, tous les process et tous les flux d'informations qu'il va y avoir. C'est assez touffu, assez conséquent. Et du coup, c'est vrai que l'utilisation du bon PDP en fonction de vos logiciels, permettra à terme d'automatiser, le plus possible, voire à 100 la totalité de la chaîne de facturation, que ce soit en réception, mais comme en émission. C'est ça. Pour finir sur ces éléments-là, je vous ai parlé du coup du portail. On va reprendre le schéma juste après, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Mais on a parlé de la plateforme publique, enfin des partenaires de dématérialisation. Vous avez aussi le portail public de facturation. Donc c'est la plateforme publique centralisatrice que vous pouvez voir Logitard, sur oui. le schéma, qui communique avec l'administration fiscale. Elle, son rôle, c'est plutôt simple en fin de compte. Elle est en doublon des plateformes privées et elle récupère les données pour la DGFiP, Mmh. les données nécessaires qui sont, là pour le contrôle et la prédéclaration de la TVA pour la tenue d'une comptabilité nationale. Heu, le but de la réforme pour l'État, il est assez simple, hein, il est assez simple mais double. Lutter contre la fraude à la TVA, qui peut encore aujourd'hui être présente et faciliter la vie des entreprises en leur communiquant directement le montant de TVA. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure Tout à fait. avec le e-reporting qui se calcule tout seul avec le lien avec la comptabilité. Si on reprend le schéma, en 2 secondes, on va vite comprendre comment ça fonctionne. On est du point de vue du fournisseur pour le moment. Vous déposez du coup la facture, sur votre plateforme privée 1. Ensuite, à partir de cet endroit-là, il y aura des champs qui seront à renseigner du coup dans votre logiciel de facturation, on va y revenir après, qui vont permettre d'aiguiller la facture. Elle part vers la plateforme privée 2 qui est la plateforme du client.
qui lui va recevoir sa facture sur son portail, pouvoir la consulter, indiquer qu'elle est réglée et puis la renvoyer pour que ça puisse de nouveau communiquer avec la plateforme privée 1, qui correspond à la plateforme du fournisseur. Dans le même temps, il y a aussi une communication qui se fait sur la plateforme publique centralisatrice, où là, c'est tout simplement une tâche de contrôle et non pas de transmission, Mm. mais c'est de contrôle des éléments qui peuvent être dans la facture. Tu vas en parler juste après Oui. avec le format, mais c'est vraiment les éléments qui seront intéressants pour l'État, à savoir la TVA et puis les autres éléments qui vont descendre sur la plateforme publique centralisatrice. Euh, on a vu le circuit, on a vu comment ça fonctionnait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce format dont je Ouais, viens de parler? tout à fait. Donc en fait, il va y avoir plusieurs formats de factures qui vont être des formats obligatoires. Mais pour ce qui nous concerne, nous, on va plutôt parler du format Facture X, qui est celui qui va être utilisé principalement. Et c'est celui qui est déjà disponible depuis la version 9 de Sage. Donc le format Facture X, c'est quoi? En fait, c'est 2 fichiers informatiques qui vont être, comment dirais-je? Fusionnés Ouais. en un seul document. Donc le format FactureX, comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc sur le petit icône FactureX en violet en haut de la feuille, en fait, c'est un fichier qui va être au format PDF A. Donc le A, dans l'environnement, Adobe, dans l'environnement PDF, c'est pour dire que le document, il est non modifiable. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur un document PDF, il y a encore des outils qui sont fournis, notamment par Adobe, pour pouvoir modifier ce document, en extraire des informations, etc. Le PDF A, c'est un format neutre euh, sur lequel on ne va pas pouvoir intervenir. Hmm. Donc, c'est un des éléments fondateurs aussi de la dématérialisation et notamment ensuite de l'archivage des données numériques, c'est que un document numérique doit se comporter comme un document papier, c'est-à-dire à partir du moment où il a été imprimé, on ne doit plus pouvoir le modifier. Donc, en fait, on va avoir ce fameux PDF-A qui va servir plutôt à l'humain, c'est-à-dire qu'il va permettre de visualiser la facture et, et il va contenir en même temps un fichier XML qui, lui, va être structuré d'une manière normée. Donc, ça veut dire que la norme devra être respectée obligatoirement et c'est cette norme qui va être ensuite lue et interprétée par l'ensemble des portails numériques et des logiciels pour pouvoir interpréter les données. Est-ce que tu peux Bien me sûr. montrer un On va mettre exemple un de exemple. Facture X, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse Voilà. bien comprendre? Donc, à la droite de l'écran, vous avez donc la fameuse facture PDF, donc sur un format numérique, mais qui va servir à l'être humain. C'est-à-dire que quand vous allez déposer cette facture ou quand vous allez recevoir une facture fournisseur au format Facture X, immédiatement, vous allez pouvoir prendre connaissance de la facture, savoir qui vous l'envoie, c'est quoi le montant, c'est quoi le numéro de la commande, à quoi ça correspond, etc. Donc ça, voilà, c'est le schéma habituel, ça remplace la facture papier ou la facture PDF qu'on recevait par mail. Mais sur la gauche du document, on va retrouver ce qu'on appelle donc le fichier XML. Donc à l'intérieur de ce document XML, il y a une cinquantaine de champs qui vont être pour certains obligatoires, d'autres qui ne le seront pas. Mais ces champs, en fait, c'est la traduction, c'est la traduction en langage informatique de votre facture. Donc c'est grâce à cette norme que l'ensemble des opérateurs de la filière vont pouvoir transmettre des documents et c'est à l'intérieur de ces documents aussi qu'on va retrouver le montant hors taxe, le montant TTC, le montant de la TVA, le nom du fournisseur, le numéro de la commande, etc. Donc, par exemple, Tout en haut, on a l'adresse. tout en haut, voilà, si vous regardez dans le document la première ligne, on va retrouver l'adresse, on va retrouver le code postal, on va retrouver la ville, etc., etc. Donc, vous comprenez bien que pour chaque élément indispensable, on va retrouver un champ et une information. C'est ça.
Maxime, du coup, si on veut, donc là, j'ai présenté le format, Ah, c'est un peu imbuvable. oui. Voilà, si on veut transformer ça en bon français pour que tout le monde puisse comprendre quelles vont être les obligations, est-ce que tu peux nous Oui. décoder un petit peu, ce que ça veut dire? Oui, je vais pouvoir vous parler des actions qui sont à mettre en place dans un premier temps pour pouvoir se préparer à ces éléments intégrés aux factures et je vais pouvoir vous détailler les principales par la suite. La première chose qui est à faire, aujourd'hui pour vous, pour commencer à vous préparer à la facturation électronique, c'est, cartographier le circuit de facturation. C'est-à-dire que vous devez aujourd'hui commencer à recenser toutes les actions que vous allez devoir, que vous menez aujourd'hui et comment elles seront modifiées demain. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous envoyez encore des documents papier, il va falloir prendre en compte qu'il va falloir renseigner tous les éléments dans le logiciel et que vous allez sortir une facture au format facture X que vous allez déposer sur la Voilà, plateforme. parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est C'est que ça va qu'aujourd'hui, changer la méthode de travail. voilà, aujourd'hui, on émet une facture papier. Jusqu'à présent, à partir du moment où on a l'adresse postale de notre client et On qu'on a l'écrit, les on envoie. éléments de la facture, Mmh. et le montant hors taxe, TVA, et cetera. Bon, il y a des mentions obligatoires, hein, déjà sur les factures papier, Oui, mais elles ont beau être obligatoires, même si elles ne figurent pas sur l'exemplaire papier actuellement, c'est pas forcément bloquant. On peut néanmoins émettre la facture et se oui, faire payer. ça va devenir bloquant par la suite. On va pouvoir Voilà, revenir là, dessus, mais ça va devenir bloquant. ça va être bloquant. Donc notamment là, juste après, tu vas parler de nettoyer la base de Ouais, données, mais je vais juste donner un exemple concret pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui, heu, tous nos clients ne disposent pas d'une base de données client propre et pour certains, n'ont même pas le numéro de SIRET correspondant à la dénomination sociale de leurs clients dans leur base de données Sage. c'est ça. Et jusqu'à présent, bah, le fait de ne pas avoir le numéro de SIRET, ça bloque pas l'édition d'une facture. Non, Eh bien, demain, il y aura plein de champs qui obligatoire, seront hein, sur obligatoires, mais je parle juste du SIRET parce que ça parle à tout le monde. Mais le premier des champs qui va être obligatoire, c'est le numéro de SIRET. oui, Donc si ce numéro de SIRET, il n'est pas correctement renseigné, qu'il est faux, et qu'il ne correspond pas à votre client et à la raison sociale de votre client qui est enregistré, eh bien, rien que cette non-conformité va vous gêner pour générer, des factures au format dématérialisé. Donc, évidemment, ce que tu disais est important, on va devoir cartographier nos process. oui, Et une fois qu'on aura fait la cartographie, on va devoir nettoyer les bases de données. c'est ça. Donc là, je parlais du numéro SIRET qui va devoir figurer obligatoirement, Oui, mais il y a plein d'autres informations qui vont oui. devoir figurer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je peux en dire un petit peu plus. Il va falloir tout simplement mettre en conformité les factures, c'est ce dont tu Ouais, parlais, et pour vous donner là, ça va être, j'ai envie de dire une petite liste, hein, mais ça va vous donner un exemple des champs qu'il va falloir renseigner et si aujourd'hui ils ne sont pas faits, il va falloir, ce qu'on parlait tout à l'heure, cartographier, nettoyer la base pour d'accord, pouvoir en les fait, oui. renseigner. Il va y avoir par exemple les numéros de facture, la date de vente et ou de la prestation de service, l'identité du vendeur ou du prestataire, l'identité de l'acheteur, le numéro de bon de commande, le numéro d'identification à la TVA, ça c'est pareil, des fois c'est pas forcément bien renseigné, la désignation des comptes, produits et des services rendus, un prix catalogue, un taux de TVA légalement applicable. C'est des exemples qu'on peut retrouver et qui sont pas forcément gérés, réduction de prix, la somme des à payer hors taxes et toutes les TTC, l'adresse de facturation, les informations sur le paiement et puis, l'existence par exemple de la durée légale et de conformité de 2 ans pour certains biens. Il y a quand même quelques cas particuliers, hein, par exemple pour les artisans, les micro-entrepreneurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces éléments-là, il y en a encore d'autres, qu'on va pouvoir vous montrer rapidement. Mais tous ces éléments-là, c'est les premiers à aller regarder dans votre base pour pouvoir, faire le tri et Et savoir la mettre à jour. exactement, voilà. Et d'où l'importance, c'est là où le point était juste en dessous quand tu en as parlé, d'où l'importance de mettre à jour votre logiciel pour pouvoir avoir ces champs disponibles. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une version qui est trop ancienne ou qui ne prend pas en charge tous ces champs, c'est impossible de les saisir dedans et en fin de compte, vous allez devoir tout saisir sur la plateforme et ça va être un enfer Ça va être inconvoitable. chronophage. Donc voilà et le quatrième point et c'est là où on va y revenir un petit peu sur la fin, mais c'est, choisir votre, plateforme de dématérialisation,
publique, on ne peut pas forcément choisir, mais la privée, c'est la plateforme qui va vous servir, vous, à envoyer et recevoir vos documents et aussi transmettre les données pour l'État. Tout à fait. Et il y a une chose parmi les informations qui vont être obligatoires à renseigner qu'on n'a pas listé ici, c'est que vous avez bien compris par rapport au schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est que des plateformes, il va y en avoir N. Pour le moment, on ne sait pas encore combien il va y avoir, mais jusqu'à présent, pour envoyer votre facture à votre client, il y avait soit l'adresse postale, soit l'adresse email. Donc, c'était les 2 informations dont on avait besoin. Oui. Donc évidemment, l'adresse postale, dans votre logiciel, il fallait qu'elle soit renseignée. L'adresse mail à laquelle l'envoyer, il fallait aussi que ce soit renseigné pour un gain de temps et puis pour savoir, qui allait être le destinataire de la facture. Et là, vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que vous allez choisir votre plateforme. Très bien, on va dire que vous avez choisi la plateforme A. Par contre, votre client, à vous, il a choisi quoi comme plateforme? La plateforme B, par Par exemple. exemple, Mmh. la B, la C, la D, la E, peu importe. Cette information, il va falloir que vous en soyez informé parce que, une fois que vous allez avoir déposé votre facture sur votre portail, il va bien falloir que cette facture, Elle trouve son chemin, elle hein. trouve son chemin. Ouais. Voilà, parmi les N factures. Et donc parmi les informations qui vont être, indispensables, il y aura ce qu'on va appeler les codes de routage. C'est-à-dire que pour chaque client, il faudra que vous ayez aussi renseigné ces codes de routage. Donc il va y avoir un annuaire qui va être mis à disposition de toutes les entreprises Mmh. françaises. On va tous devoir s'inscrire sur cet annuaire. On va tous devoir déclarer avec quel PDP on aura choisi de travailler et c'est à partir de ce choix qu'on recevra, des codes de routage et chaque, fournisseur devra, pour que son client reçoive, sa facture dans son bon portail, renseigner aussi dans sa base de données les codes de routage de ses clients, qui vont remplacer l'adresse postale. Donc c'est ce qui servira à, envoyer la facture au bon endroit. C'est un genre d'adresse Ça, numérique, en c'est fait, c'est exactement, c'est une adresse numérique. Je veux faire un petit passage rapide Ouais, sur les quelques blocs. alors là, Quel c'est juste pour, comment dirais-je? Marquer les esprits et Ouais. essayer de structurer un petit peu la réflexion et vous puissiez un petit peu vous rendre compte du travail, qui va être nécessaire en amont pour ne pas se retrouver, comme le disait Maxime tout à l'heure, au pied du mur, à devoir déposer une facture qu'on va générer au format facture X et dans laquelle, trop de champs obligatoires, ne seront pas remplis. Mmh. Donc si les champs obligatoires ne sont pas remplis dans le format facture X, en fait, vous aurez la possibilité de le faire manuellement au moment du dépôt sur le portail, mais vous vous rendez bien compte que s'il y a une trentaine d'informations manquantes à chaque facture que vous émettez, à raison peut-être d'1 minute par saisie, parce que, va falloir aller retrouver l'information et la saisir, ça peut, très, très vite devenir problématique Oui, parce que, 30 minutes pour déposer une facture sur un portail, quand on en édite 100, 200, 300, 400 par mois, ça va vite donc plein dans plein. poser un petit Puis problème de ressources. et surtout, j'ajoute même quelque chose pour, ceux qui font encore quelques factures sous Excel ou sous Word, c'est même pire que ça parce Oui, qu'aujourd'hui avec un Sedge même qui est pas forcément une dernière version, on peut retrouver quelques éléments dedans. Par contre, enfin ce qui a été saisi, par contre tout ce qui va être document, sorti de Excel ou Word, il va falloir tout saisir sur le portail. tout Donc en gros, tout ce que vous voyez sous les yeux, il va falloir les saisir dans le portail à tout chaque dépôt de tout facture. saisir à la main. Bon, puis sans compter que le format Excel, est interdit, pour générer des Déjà, factures, depuis quelques mais années, ça se fait encore. maintenant. Mais on sait que ça se fait encore. Donc voilà, donc ça, c'est les blocs, qui vont composer une facture. Donc je ne vais pas tous les lister, hein, ça va pas apporter grand-chose, mais on se rend compte qu'il y a le numéro de facture qui est obligatoire. On va avoir la date d'émission de la facture initiale et la date de la facture rectificative qui va être obligatoire aussi. Donc là, vous commencez à comprendre que, par exemple, si votre facture, elle est rejetée, pour une raison X ou Y, il va falloir peut-être, la rectifier, générer un avoir, la refaire et bien, vous allez avoir, du coup, une traçabilité qui va être faite et vous allez
devoir changer la date d'émission de la facture. Il va y avoir un code de type de facture, un code de devise de la facture. Si la facture elle est émise sur une autre devise que l'euro, il va falloir le préciser, mais ça va passer par un code. On va avoir un code aussi pour la TVA. On va avoir une date d'échéance, on va avoir une référence de projet, etc., etc. Et on est passé rapidement tout à l'heure dessus aussi, mais on va aussi avoir un numéro de bon de commande. Et par exemple, ce numéro de bon de commande, eh bien, si vous émettez une commande auprès de votre fournisseur et dans cette commande, vous avez indiqué un numéro de bon de commande, alors dans le cadre de la dématérialisation, votre fournisseur va devoir, quand il va vous facturer, indiquer obligatoirement, ça sera obligatoire, le numéro et enfin la référence du bon de commande dans sa facture. Donc si vous n'avez pas émis, vous, de numéro, alors ça sera vide. Mais si vous avez émis un numéro, alors il aura l'obligation de le faire parvenir sur sa facture, etc., etc. Donc en fait, vous voyez que toutes ces informations-là, elles vont être pour certaines obligatoires. Et si elles sont manquantes dans le format FactureX, il faudra compléter ces informations manuellement au moment du dépôt sur le portail. Donc c'est ce qu'il va falloir éviter parce que sinon, on va, vous allez au-devant de grosses problématiques en termes de temps de travail. L'autre problématique, et vous l'avez compris, c'est pour ça que la réforme a été décalée, Oui. c'est que le temps nécessaire à compléter sa base de données pour que toutes ces informations-là soient présentes dans votre bibliothèque client, eh bien, ça peut être considérable. Plus vous avez de clients et plus le travail à fournir va être important. Et c'est pour ça que Sage, dans la version 10, fournit un module qui s'appelle Data Clean and Control, qui va permettre d'abord d'identifier tous les champs manquants. Donc, ça va vous faire gagner un temps précieux. Et non seulement en plus de l'identifier, ça va vous permettre de compléter ces champs à la volée. Hein, ça veut dire vous n'aurez pas l'obligation de rentrer dans chaque fiche client pour modifier les informations, mais vous pourrez les saisir en masse à travers la grille de saisie que va proposer ce module. Donc l'intérêt, c'est qu'il va vous permettre de faire un travail préparatoire pour que, en un minimum de temps, votre bibliothèque client soit conforme et complétée. Mais aussi, une fois que ce travail il sera fait, des clients, vous en rentrez des nouveaux en permanence. Eh bien, si lors de la création d'une fiche client, des informations ont à nouveau été oubliées, alors cet outil va vous permettre facilement de détecter les anomalies, les trous, les manquements et de pouvoir facilement les compléter. Donc voilà, sur la présentation de ce que va être une facture X et quelles sont les incidences qu'elles vont avoir et tout le travail préparatoire que ça va nécessiter. On voulait aussi vous montrer du doigt et vous faire Oui, comprendre une problématique c'est un importante. autre sujet que les blocs, mais Voilà, ça n'a rien à ça va voir avec avec. les blocs, mais ça a à voir avec la dématérialisation des factures. Euh, Beaucoup de nos clients confondent le fait de dématérialiser un document au format numérique avec la valeur probante de ce même document. Oui. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, Maxime, quelle est la différence? Enfin, Oui. qu'est-ce qui fait qu'un document PDF A n'a pas de valeur probante et que ce même document PDF A, lui, va avoir une valeur probante? On souhaite vous parler de ça parce que, quitte à dématérialiser, les flux documentaires, Faire bien. autant le faire bien Ouais, et autant le faire de A à Z. c'est ça. C'est-à-dire que si on est obligé de dématérialiser, mais que d'un autre côté, on est obligé de réimprimer, tu vas nous en parler, Pour la valeur pour la probante, valeur probante, ça a pas beaucoup de sens. Donc il c'est ça. faut effectivement, être informé de ces éléments-là et ça va vous permettre aussi de choisir la bonne plateforme, le bon PDP qui va aussi proposer ces services à valeur ajoutée. C'est ça.
Bah, tu en as déjà un petit peu parlé pour le coup, parce Oui, que tu as commencé à expliquer, mais pour avoir une dimension probante, un document, il doit remplir différents critères pour être utilisé comme preuve. tout à Par la fait. suite, en cas de contrôle, c'est ces différents critères qui doivent être remplis. Les éléments, ils sont détaillés à l'article, alors ça c'est du Code civil, hein, mais 1366 du Code civil. La preuve électronique, elle est possible si elle respecte différents critères. Aujourd'hui, c'est le papier enfin, jusqu'à maintenant, c'était le Mmh. papier qui pouvait être utilisé comme preuve à valeur probante. Euh, Demain, il est possible de le faire de manière dématérialisée. Ça fait un petit moment que ça se fait Ouais, déjà, c'est mais déjà aujourd'hui, ça va possible. devenir C'est déjà obligatoire. possible maintenant, mais effectivement, demain, Ça va devenir ça va obligatoire. ça va quasiment devenir obligatoire puisque réimprimer un document qu'on a reçu déjà de base au format numérique, Oui, ça a pas beaucoup de l'imprimer sens. derrière pour le stocker, c'est pas l'idéal. C'est pas le sens de l'histoire. C'est ça. Donc pour qu'un document soit valeur probante, il doit répondre à la condition de pouvoir être dûment identifié, enfin d'identifier la personne de laquelle il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature pour garantir son intégrité. C'est-à-dire que le document ne peut pas être altéré, ne peut pas être Modifié. détruit, modifié ou consulté par n'importe qui. Là, pour parler purement légal, la réglementation est définie notamment un délai de 10 ans pour la conservation des documents, un mode de conservation des documents, en particulier leur inaltérabilité, les obligations en matière de stockage et l'accès aux factures par l'administration en cas de contrôle fiscal. Donc, Tout à fait. aujourd'hui, on vous demande soit une preuve papier, soit une preuve à valeur probante. C'est défini tout simplement par la certification AFNOR C'est-à-dire on Z4201. va voilà, donc en fait, c'est l'AFNOR qui délivre des certificats qui attestent que, le data center dans lequel, la facture C'est est ça. archivée correspond bien à l'ensemble des normes et c'est cette certification AFNOR qui va donner la valeur probante au document qui va être stocké dans cet espace de stockage, enfin archivé, C'est pardon. ça. Et comme on disait, depuis toujours, la preuve était amenée par le document papier. Ça va complètement changer cette partie-là. Les notes de frais, les factures, il y aura plus forcément de papier d'ici peu. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vous allez nous demander, est-ce que le document PDF est suffisant? Beaucoup nous répondent qu'ils stockent les factures sur un serveur en format PDF. C'est pas suffisant, Non. en fin de compte. C'est pas du tout. Si c'est un PDF normal, c'est pas du tout le bon Bah, format. de toute façon, ça sera Si plus le bon c'est format, tout Voilà, à si fait. c'est un PDF-A, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est infalsifiable, mais il n'est pas à valeur probante Non, parce qu'il n'est pas certifié par un organisme certificateur, comme le document de loi l'expliquait. Donc, il doit y avoir la norme AFNOR, un système d'horodatage et qui garde une trace de chaque action sur ce document-là. tout à fait. Qu'on appelle une piste d'audit fiable, dans le langage C'est ça, informatique. c'est le terme exact. Aussi, du coup, il n'est pas possible, ça c'est pour vous apporter une autre information, il n'est pas possible de stocker les documents sur les différents portails qui seront mis à disposition, à savoir le portail de l'État où vous déposez votre facture pour l'envoi et pour le contrôle. C'est pas du tout une plateforme d'archivage, c'est uniquement une plateforme pour l'envoi et pour contrôle de l'État. C'est ça. Donc, de votre côté, il faudra C'est pas l'État qui aura la charge de conserver et d'archiver les factures des entreprises. tout ce qui les intéresse de toute façon dans le document, c'est le document XML qui est Tout dedans à fait. et qui contient les éléments. Donc, ils ne se chargeront pas d'archiver ces documents-là. Par contre, les portails privés que vous allez choisir vont permettre cet archivage à valeur probante des documents. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais on va y revenir sur la fin. On travaille avec deux acteurs, c'est Sedge et OpenBee. Et pour le moment, le seul qui a la valeur probante dans l'archivage, c'est OpenBee. Non, Sedge aussi. Sedge aussi Ouais, maintenant? Sedge aussi, D'accord. c'est depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps. J'avais Depuis pas pas longtemps, forcément mais ouais, l'info. ils l'ont Ok. aussi dorénavant. Donc on a les deux. Euh, pour terminer là-dessus, Ben, ça, c'est important. c'est important parce que là, ça parle argent. Ça peut coûter. C'est très simple, mais il y a déjà des sanctions qui ont été prévues en cas de non-respect. C'est On est habitué d'ailleurs aux Oui, sanctions, c'est hein. toujours comme C'est ça, toujours hein. comme ça. C'est toujours comme ça que ça fonctionne et qu'on oblige un petit peu. C'est 15 € qui est prévu par facture non transmise via les plateformes, c'est-à-dire qu'on continue à envoyer les documents sans passer par la Ouais. plateforme de l'État. En cas de contrôle, c'est 15 € par facture qui n'a pas été transmise. Et
pire que ça, si il manque des flux e-reporting, c'est ce dont Jérémy parlait tout à l'heure, l'envoi des éléments relatifs à la TVA directement sur le portail de l'État. S'il y a des flux qui ne sont pas transmis, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait la déclaration sur le portail, c'est 250 € par flux de e-reporting. Ça, pour le coup, c'est pas par facture. Un flux e-reporting, ça va être en gros un par mois. C'est ça va être 12 dans l'année, quelque chose Donc, comme en ça. fin de compte, ça peut chiffrer assez vite aussi, contrairement aux factures, enfin, avec les factures. Peut-être nous parler Ouais. des modalités d'envoi des documents? Alors, ce document, hein, c'est un document qui a été émis par la DGFiP. Donc, il est un peu, c'est pareil, Un peu fourni en brut. information brute. Mais il a comme avantage de correctement détailler la totalité des process que vous allez avoir à faire. C'est pour ça qu'on voulait vous le montrer parce que il, beaucoup enfin, trop de nos clients n'ont pas encore, compris, la somme de travail qui va devoir être, fournie en préparation pour, pouvoir justement demain ne plus rien avoir à faire, entre guillemets. Mmh. Hein, puisque la promesse de valeur de cette modification, du process lié à la facturation, c'est, d'automatiser mon traitement de factures entrantes, donc les factures de mes fournisseurs, et d'automatiser le traitement de mes factures clients en sortie. Hein, si je prends juste un exemple et après je vais détailler un tout petit peu. Actuellement, quand vous émettez une facture pour un de vos clients, une fois que la facture elle est émise, bon après ça dépend de comment, vous travaillez avec lui. Est-ce qu'il veut encore une facture papier? Est-ce qu'il accepte de recevoir sa facture par email? Mais dans tous les cas, une fois que la facture elle est préparée, vous allez devoir soit l'imprimer, soit la joindre à un email. Si je l'imprime, bah, je dois la mettre sous pli, affranchir mon enveloppe et la porter à la poste ou alors j'ai le facteur qui vient la chercher, à l'entreprise. Mais tout ça, c'est du temps et c'est pareil, si je lui envoie par email, bon, bah, je m'économise le prix du timbre, mais et de l'impression, mais néanmoins, je vais devoir, envoyer un mail, Mmh. enregistrer ma pièce jointe dans mon email et puis utiliser soit un message automatisé et si je suis moins bien organisé, bah, je vais devoir réécrire: «Bonjour, monsieur, madame machin, veuillez trouver ci-joint votre facture du mois, blablabla». Tout ça, c'est du temps. Demain, tout ça, ça pourra être complètement automatisé et c'est ce que va détailler, ce schéma. Donc sur la gauche, vous voyez donc le petit icône fournisseur en haut à gauche. Sur la droite, c'est plutôt la partie, donc traitement des factures, émises, et en haut à gauche, c'est les factures, reçues. Donc non pardon, excusez-moi, c'est l'inverse, Oui, c'est, c'est ça. je crée mes factures à droite et je reçois mes à gauche pardon et je reçois mes factures à droite. Et je vais avoir 3 modes. Le mode portail, enfin c'est comme ça que la DGFiP l'a appelé, le mode EDI et le mode service. Le mode EDI, je ne vais pas en parler. L'EDI, c'est particulier, c'est, déjà de l'échange informatisé d'informations entre un fournisseur et son client, avec une connexion déjà de leur logiciel. Le mode portail, c'est ce qu'on va pouvoir appeler le mode manuel et le mode service, c'est, ce que vous allez pouvoir espérer obtenir, en choisissant bien les PDP et en choisissant bien, pardon, les API dont on a parlé tout à l'heure pour pouvoir automatiser, au maximum, le traitement des données. Donc, grosso modo, en mode portail, je vais devoir créer donc si je souhaite créer ma facture, d'abord, je vais devoir consulter l'annuaire des entreprises pour obtenir des informations sur l'acheteur. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les codes de routage. Si vous n'avez pas les codes de routage, eh bien, la facture n'arrivera pas au bon endroit. Quand je suis en mode service, c'est mon système d'information qui va récupérer automatiquement les informations concernant l'acheteur pour pouvoir les intégrer dans ma facture. Ensuite, en mode manuel, je vais préparer les données de ma facture ou alors je vais créer ma facture au format structuré ou encore alors je vais créer ma facture au format PDF. Donc, et ensuite, je vais déposer cette facture sur le portail, mais comme elle ne sera pas forcément au bon format ou alors parce qu'il va me manquer des informations,
je vais devoir saisir manuellement les données de ma facture sur le portail. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Oui. Versus le mode service, où globalement, toutes les informations nécessaires ont été renseignées. Ma facture va automatiquement se créer au bon format, au format FactureX, et elle va directement aller se déposer sur la facture, sur la plateforme, pardon, automatiquement, sans que j'aie d'opération manuelle à faire. Ensuite, une fois que j'ai déposé ma facture sur le portail, je vais consulter les statuts de ma facture pour voir comment elle évolue. Et ça, on va vous en parler juste après, Oui. des différents statuts de facture. Mais si je suis en mode service, je n'ai même pas besoin d'aller me connecter au portail pour regarder comment ma facture elle évolue. C'est directement le portail qui va intégrer ces informations de statut dans ma gestion commerciale ou dans ma comptabilité. Ensuite, je vais passer en mode de traitement de ma facture reçue. Donc déjà, le gros avantage de la dématérialisation, c'est qu'elles vont toutes arriver au même endroit. Oui. Néanmoins, si je suis en mode portail, je vais devoir me connecter à mon portail, renseigner mon login, mon mot de passe, me connecter, regarder s'il y a des factures en attente de réception. Et si elles sont en attente de réception, je vais devoir les télécharger sur mon ordinateur pour ensuite aller les traiter comptablement parlant. Et le traitement comptable dans ce mode portail manuel, ça veut dire que je vais générer les écritures comptables et je vais enregistrer toutes ces factures reçues dans ma comptabilité. En mode service, la promesse de valeur, c'est que tout ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais aller regarder tous les jours si j'ai des factures disponibles, c'est mon système informatique qui va aller le faire pour moi. Et s'il constate des nouvelles factures, il va les intégrer dans mon système d'information, il va automatiquement aller les archiver parce que j'ai le service qui va bien à valeur probante pour archiver les factures, et il va automatiquement me proposer les écritures comptables pour que je n'ai quasiment plus rien à faire en dehors de faire du contrôle pour s'assurer que tout est conforme et que ça va générer les bonnes écritures. Voilà, donc j'ai été assez vite, mais effectivement, on pourrait passer presque 30 minutes Oui, ou 20 minutes à décrypter ce document. Évidemment, on va vous envoyer la présentation, vous aurez tout le loisir de pouvoir le décrypter. Mais nous, notre boulot, c'est de vous faire passer du mode portail au mode service pour que vous puissiez gagner du temps, de la productivité, gagner gagner du plaisir à travailler, et que cette réforme au final, vous permettre de générer de la valeur dans votre entreprise et non pas que ce soit perçu comme une contrainte supplémentaire. J'ai parlé du champ 4 qui concernait les statuts des factures. On va Ouais. juste dépenser 5 minutes de plus là pour vous parler C'est très rapide. de ce cycle de vie des factures. C'est très simple pour le coup. On a parlé tout à l'heure des blocs qui composaient la facture. Jérémy vous a parlé des modes de transmission au portail. Pour pouvoir assurer le suivi des factures, il y a différents statuts, certains obligatoires, certains recommandés et d'autres complètement facultatifs que vous pouvez mettre. Qui vous permettent, vous, de savoir où en est votre facture et aussi d'informer votre acheteur, on va revenir un petit peu après, enfin votre client, sur le statut de la facture. Donc il y en a 4 qui sont obligatoires, qui sont communiqués par toutes les plateformes, donc elles s'échangent ça entre elles. C'est déposer, rejeter, refuser et encaisser. Donc c'est tout simplement le cycle de vie normal de la Ouais, facture. Il y a juste rejeter pour le coup, c'est si c'est par la plateforme, c'est automatique aussi, bien évidemment. C'est s'il y a un problème sur la facture. c'est ça. Une information manquante, la facture est La rejetée. facture revient, il faut la redéposer avec les bons éléments. Il y a d'autres statuts qui sont recommandés, mais pour le coup, c'est facultatif et vous pouvez vous les renseigner. C'est mise à disposition, prise en charge, approuvé, approuvé partiellement et paiement transmis. On va revenir un petit peu là-dessus par la suite sur l'intérêt que vous pouvez gagner avec la dématérialisation et puis ce mode de fonctionnement en portail pour ces statuts qui vont vous permettre, vous, de bien suivre les documents et puis de ne plus avoir, enfin, limiter le nombre de litiges ou autres Tout qu'il à pourrait fait. y avoir. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, par rapport au mode manuel et au mode automatisé dont on a parlé tout à l'heure, Mhm. c'est que, par exemple, ce fameux statut encaissé, Oui, en fait, vous touchez du doigt le fait qu'une fois que vous avez déposé votre facture sur le portail, si le système n'est pas complètement automatisé, quand vous allez recevoir le paiement,
eh bien, vous allez devoir vous reconnecter Oui, sur le portail pour dire: «Ma facture, 32 45 12, elle a été payée». Donc oui, pour la passer au statut encaissé. c'est ça. Voilà. Alors que ça, la promesse de valeur des PDP, c'est aussi de pouvoir l'automatiser. C'est à partir du moment où vous allez faire, votre rapprochement bancaire et le lettrage de vos écritures comptables, et bien, à partir du moment où les écritures seront lettrées, heu, votre comptabilité enverra via l'API de votre PDP au portail l'information que la facture, 32 45 15, elle a été réglée et donc du coup, le statut passera automatiquement à encaisser sur le portail. C'est ça. Sinon, ça sera, des statuts qui vous aurez à gérer manuellement. Voilà, j'ai mis le schéma pendant que Jérémy expliquait si vous vouliez vous y retrouver un petit peu, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées par la plateforme, à savoir dès que vous la déposez, elle prend le statut automatisé sur la plateforme. S'il y a un lien avec votre logiciel de facturation ou de comptabilité, vous avez cette information-là. Sinon, il faudra les consulter sur le portail. Vous pouvez retrouver en vert, les, statuts obligatoires. Il nous manque évidemment le statut rejeté parce qu'il est automatique. Il est, présent sur le schéma, mais il n'est pas, obligatoire parce que on passe pas forcément par le statut rejeté. C'est uniquement s'il y a un problème. Et en jaune, on retrouve aussi les statuts recommandés pour pouvoir, entre le fournisseur et Mmh. l'acheteur, communiquer sur le statut de la facture. À savoir, dès qu'elle est mise à disposition, vous indiquez, en mise à disposition ou votre plateforme le fait en fonction de comment c'est paramétré et après elle est prise en charge dès qu'elle a été consultée par l'acheteur, par exemple. Et après elle est approuvée, suspendue, en litige, complétée s'il manque des informations et ensuite on passe au paiement transmis ou encaissé. Ou sinon, s'il y avait le moindre problème à la prise en charge ou à la mise à disposition, on refuse et on recommence le process. C'était comment ça peut se présenter, entre un fournisseur et un acheteur. Je fais vraiment une passe rapide sur un autre élément, mais c'est dans la même veine pour le coup. Heu, vous aurez ce document-là, mais c'est les différents statuts, que vous pouvez avoir. Je vais pas tous les énumérer, mais il faut retenir que les 4 dont on a parlé tout à l'heure, qui sont en automatique, se modifient quand, c'est déposé sur la plateforme et du coup, ça informe le fournisseur et le client, du statut de la facture et après vous avez, beaucoup d'éléments qui sont manuels que vous pouvez vous saisir soit depuis votre logiciel, soit depuis le portail pour informer, le client ou le fournisseur qu'il y a un problème. Je prends un exemple tout bête, il y a le statut en litige qui veut dire ce qu'il veut dire, hein, mais il y a un différend qui est constaté sur la facture, une erreur, quelque chose, il manque une remise, il manque des éléments. Le client peut tout simplement changer le statut de la facture en litige pour ouvrir la discussion avec le fournisseur et faire en sorte que les éléments soient modifiés. Tout à fait. Et une des choses qui est importante aussi dans cette réforme, qui est, qu'il faut aussi mettre en lumière, c'est que, dorénavant, à partir du moment où la facture, elle a été déposée sur le portail, le client va forcément la recevoir, Oui, hein. je vais y Et revenir après, tu oui. reviens dessus? Oui, Voilà. Et donc, bon, du coup, je te laisse, conclure il là-dessus, faut mais c'est parler. un élément important, je te laisse parler. Non, je vais revenir dessus, c'est vraiment important et c'est important pour les 2 pour le coup. Je fais Ouais, une petite synthèse de ce qu'on vient de dire. Donc, il y avait beaucoup d'éléments, mais en gros, ce qu'il faut retenir. À partir du 1er janvier 2026, les factures papier ne seront plus autorisées pour les factures, B2B. C'est ce dont on a ouais, parlé. Tout devra passer par le portail. Toute facture qui passera en dehors, à part évidemment pour les particuliers, comportera tout simplement une amende en cas de contrôle, ouais, à savoir 15 €. Le format PDF, il disparaîtra au profit des formats structurés, c'est-à-dire que le PDF simple n'aura plus vocation à être puisqu'il faudra associer un format XML à celui-ci. Il sera obligatoire de conserver les factures dans leur format informatique original, donc à savoir, un dépôt scellé eurodaté dans un coffre-fort numérique. tout à fait. Et le point qu'on aborde depuis tout à l'heure, il est indispensable de mettre à jour vos logiciels, donc Sage ou autres, hein, bien évidemment, dans la dernière version qui prend en compte tous ces éléments, à savoir pour l'envoi des factures, mais aussi leur réception. Donc, par exemple, tu parlais de la TVA, hem, pour la comptabilité, Oui, je parlais de la compta. Donc ouais, effectivement, c'est aussi bien la comptabilité que la gestion c'est ça, commerciale qui dans les devront 2 être cas. mis à jour. Voilà. Le plus chronophage reste quand même la facturation Ouais. avec tous les éléments qu'il y a à saisir dedans.
Je vais parler rapidement des bénéfices, parce qu'on parlait tout Ouais. à l'heure par rapport aux avantages que vous devez tirer de cette réforme. Il y en a, j'ai envie de dire, 6 qu'on a identifiés qui sont les principaux. Je vais commencer par la droite et puis on fait le tour. Le premier, c'est la réduction des coûts. Avant, il fallait tout gérer papier par mail. Il y avait du temps à y passer. Évidemment, gérer du papier, c'est même encore plus chronophage que gérer du document numérisé. Mais bien évidemment, récupérer, trier le courrier, ça prenait un temps fou pour pouvoir, au niveau des coûts, pour pouvoir faire un traitement simple d'une facture. Pour l'envoi, c'était encore plus cher. On supprime tout simplement la mise sous pli et l'affranchissement. Mm. Donc aujourd'hui, enfin, quand on faisait papier, on passait du temps à prévoir cette partie-là, mettre sous pli et puis l'envoi, c'est terminé. Il y a aussi un gain de temps. C'est fini la bannette de papier pour la validation. Les processus de validation sont mis en place par les partenaires de dématérialisation, avec signature électronique, avec validation. Et il y a possibilité, évidemment, de paramétrer les circuits en fonction du fournisseur, du montant. C'est totalement paramétrable. On peut décider à partir d'un certain montant qu'il y ait une validation, sinon c'est plus ou moins automatique. Et ça permet évidemment de gagner du temps sur le traitement et la validation. Aussi, là où vous pouvez y retirer un véritable avantage, c'est que tout est centralisé sur une plateforme. Plus besoin d'aller chercher sur plusieurs sources. Et c'est pareil pour le dépôt. Je prends l'exemple, par exemple, si vous avez des factures d'EDF, des grands fournisseurs comme ça, ils ont des fois de leur côté leur propre portail. Mm. S'il faut aller chercher sur chacun des portails, on perd un temps fou. EDF, Orange, il faut aller chercher chacun sur leur portail. Aujourd'hui, tout sera centralisé avec votre facture de fournisseur. Vous avez commandé un carton de stylo, c'est au même endroit, vous allez tout retrouver depuis le portail. Et pour le dépôt, c'est pareil, vous déposez votre facture, ça l'envoie directement au bon endroit et vous n'avez pas forcément à vous soucier de savoir où est la facture et puis Tout à le fait. chemin qu'elle prend par la suite. C'est prévu. On en parlait tout à l'heure Ouais. avec le statut des factures. On parle de diminution des litiges, vous allez comprendre pourquoi. En fin de compte, Et surtout des délais de paiement. mais c'est pour ça, en Ouais. fait, c'est des délais de paiement et puis évidemment, ça entraîne une diminution des litiges derrière parce qu'on suit mieux les factures. Parce que le sport national en France, c'est de retarder au maximum, j'ai envie de dire, le traitement des factures. En tant que fournisseur, vous pouvez suivre le statut de la facture et même pour vous, le client, il pourra plus dire: «Je n'ai pas reçu la facture». C'est bien souvent l'élément sur lequel C'est le souvent client ça, va ouais. jouer pour, régler la facture le plus tard possible. C'est de dire: «Je l'ai pas reçue», on renvoie et on considère qu'à partir de la date de renvoi, c'est la nouvelle date à laquelle le Mm. client a été informé. Avec le portail, c'est plus possible. C'est-à-dire que c'est déposé dessus, c'est mis à disposition, le statut mis à disposition dont on a parlé tout à l'heure et une fois que c'est consulté par le client, vous êtes au courant aussi. Donc à partir de là, le client ne pourra plus dire: «Je n'ai pas vu la facture». Il Vous savez qu'il l'a consulté, qu'il était au courant, qu'il devait vous la régler. Donc ça entraîne un règlement plus rapide parce que c'est déjà dès le début, le client est au courant et en plus de ça, ça vous évite des relances, pour renvoyer simplement le document et aussi, ça vous fait gagner du temps parce que c'est pas à partir de la troisième relance qu'on commence à s'inquiéter. Simplification des processus, c'est tout simplement qu'avec les plateformes, le format sera normé, donc il est possible d'intégrer directement les écritures comptables pour se simplifier la vie. Le respect des contraintes réglementaires, c'est tout simplement répondre aux contraintes légales mises en place par l'État, hein. C'est pré-remplir la déclaration. Vous gagnez tout ce temps et ça vous assure aussi une déclaration conforme aux factures, sur le portail. Ça limite les contrôles de l'État, Mm. je pense, par la suite, parce qu'il y aura moins de fraude possible et donc moins de manque à gagner pour l'État vis-à-vis de la fraude. Donc évidemment, les contrôles seront plus rapides et de manière même dématérialisée puisque tout sera sur la plateforme. Vous n'aurez pas à Bah, rester c'est à vrai qu'entre disposition entre le de fichier FEC, qui est déjà un fichier oui, normé, qui a lui aussi été rendu obligatoire pour faciliter la vie des contrôleurs, plus maintenant le dépôt de toutes les factures fournisseurs et clients, sur, le même portail. Bon, bah, c'est facile informatiquement de contrôler voilà. que le fichier FEC, il est conforme par rapport à ce qui a été déposé. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Enfin, en tout cas, ça a été annoncé comme ça aussi. Il y aura, une mutation des personnels et des contrôleurs fiscaux vers d'autres tâches
Oui. que celle d'aller directement contrôler les entreprises sur site. Oui, et puis, de toute façon, tout ce qui restera papier ou autre sera systématiquement, contrôlé parce que, il n'y aura pas de preuves forcément sur le portail, donc Ouais. ça va entraîner plus de contrôle. La dernière chose que ça peut vous apporter et pour lequel il faut, vraiment se pencher dessus, on en parlait tout à l'heure, c'était la sécurité de vos données. C'est-à-dire que ça touche, autant aux erreurs de ressaisie qu'à l'archivage des documents. Avec le portail, du coup, il y a plus d'erreurs de saisie possibles, au moment où on dépose le document, puisque les formats sont normés et puis les éléments dans l'UXML sont rangés, donc aucun problème. Et le deuxième point qui est important, c'est les factures qui sont archivées de manière sécurisée. C'est ce dont on parlait avec la valeur probante. Aujourd'hui, on peut archiver les documents et ils sont horodatés, ils sont sécurisés. Vous avez vos documents qui sont sécurisés sur un data center en France, pour le coup. Euh, voilà ce que je pouvais dire. Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur investissement dans Ouais, une traitement d'une on facture? va essayer de faire ça rapidement, parce qu'on a Ouais. déjà dépassé de 5 minutes le temps imparti. Donc effectivement, la question que sans doute vous vous posez, c'est de dire, bon, tout ça, c'est bien joli, mais il va encore falloir s'équiper de logiciels supplémentaires qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ça va générer des coûts en plus. Est-ce que tout ça est bien raisonnable? Bon, déjà, c'est la question à se poser, c'est que oui, c'est raisonnable, d'autant plus que de toute façon, c'est une obligation légale. Donc, soit on fait de cette obligation un gain de productivité, soit on continue à traiter à la main. Et c'est ce que j'ai voulu vous démontrer à partir de ces deux calculs rapides de retour sur investissement au niveau de la dématérialisation des factures clients et de la dématérialisation des factures fournisseurs, c'est de vous montrer quel est le coût de traitement d'une facture à la main et quel est le coût de traitement d'une facture demain au format dématérialisé conformément à la loi. Donc, facture papier client, je vais préparer ma facture, je vais l'imprimer, je vais la mettre sous pli, je vais l'envoyer par email. Tout ça, c'est du temps de travail, donc on l'a estimé à 40 centimes. Versus 0 si vous êtes complètement automatisé, puisqu'à partir du moment où la facture sera générée, elle sera automatiquement mise à disposition sur le portail. L'envoi, eh bien, côté papier, on a dit, voilà, on a considéré que c'était 80 centimes à peu près. Côté logiciel, on a considéré que c'était 40 centimes. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi il n'y a pas de timbre? Non, c'est vrai, il n'y a pas de timbre, mais il y a un coût logiciel. Mmh. Donc effectivement, il y a un coût logiciel par facture. Donc on l'a estimé à 40 centimes d'euros par facture envoyée. La conservation et l'archivage légal, ce dont on parlait tout à l'heure Oui. pour donner la valeur probante au document. Jusqu'à présent, on fait tous la même chose, hein. Les factures, on les imprime, on les met dans des classeurs, dans des boîtes à archives, sur des étagères. Ça consomme du mètre carré, de l'électricité, du chauffage, régulièrement du nettoyage, de la suppression de documents. On fait appel à des entreprises particulières pour assurer la destruction des documents, pour pas que ça traîne dans la nature et qu'il peut aussi y avoir des informations confidentielles et qu'on veut absolument les détruire. Donc tout ça, ça coûte à peu près 1 € par facture sur 10 ans. Sur la partie dématérialisée, cet archivage va coûter beaucoup moins cher, on est à 20 centimes. Ensuite, la gestion des relances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où les clients vont plus pouvoir se réfugier derrière le fait qu'ils n'ont pas reçu la facture, eh bien, la gestion des relances va être beaucoup plus efficace. Donc, on va y passer beaucoup moins de temps. Donc, version papier, ou en tout cas version actuelle, on est à 80 centimes. Version dématérialisation mise en place, on sera à 20 centimes. Donc, au final, on va gagner par facture client émise 2,20 €. On a fait exactement le même exercice sur la partie des factures fournisseurs. Donc c'est pareil, la préparation de la facture, la photocopie, la distribution, la mise dans une bannette, le personnel que l'on paye pour faire le tri des factures et puis aller porter à la comptabilité les factures, les recommander, et cetera. On va passer de 60 centimes par facture à 0 puisque, si tout est automatisé, la facture, elle va directement aller se télécharger dans votre système informatique. Mmh. L'intégration comptable, eh bien, je vais passer d'une intégration comptable complètement manuelle, où je vais générer pour 100 de mes factures, 100 des écritures à la main. Là, demain, je vais pouvoir automatiser ma génération des écritures comptables. Donc, je vais passer d'1,40 € à 80 centimes.
La conservation et l'archivage légal, bah, je retrouve le même schéma que sur la facture client. Ça va me coûter 1 € par facture, 20 centimes par facture si j'utilise l'archivage dans un data center. Et puis ensuite, la validation de cette facture et l'obtention du bon à payer, eh bien, de la même manière, si j'automatise mes flux, je vais utiliser un logiciel qui va me permettre d'obtenir la validation d'un manager. Cette validation va générer automatiquement le remplissage du bon à payer en comptabilité. Je vais gagner de la fluidité, je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent, du coup, puisque je vais investir beaucoup moins de temps dans la validation de mes factures. Et donc, on va passer de 4,50 € à 1,20 €. Donc, grosso modo, on a un gain net par facture fournisseur de 5,30 €. Oui. Donc, Maxime s'est amusé à faire un petit calcul. Oui, je me suis amusé à faire un petit calcul si on prend l'exemple de 50 factures fournisseurs par mois. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu, mais au moins ça nous donne déjà un premier exemple Tout de à ce que fait. ça peut représenter pour un volume restreint. Pour une cinquantaine de factures par mois sur 12 mois fois 5,30 €, donc là je parle uniquement du gain que ça peut vous faire économiser, on est quand même à 3 180 € économisés pour la gestion de 50 factures par mois. C'est sur l'année ce montant-là, 3 180. Mais c'est vraiment un montant qui est énorme, mais on s'en rend pas forcément compte parce Non. que quand on fait la gestion à la main, papier, ça coûte surtout du temps et du coup de l'argent, mais du temps et de l'autre côté, on a quand même un coût, logiciel, mais ça fait économiser, pour le coup, pour 50 factures, environ 3 000 € par an. Mmh. Donc quand on additionne ça, à l'économie générée par le traitement des factures clients et qu'en plus on a des volumes importants, eh bien, c'est QFD, hein. Ce qu'il fallait démontrer, c'est que, il y a un gain économique aussi à aller chercher en Oui, s'équipant, des bonnes solutions logicielles pour pouvoir automatiser tout ça. Hem, on parle de nos 2 partenaires. oui. Très rapidement, ce qu'en fait, l'objectif, c'était surtout de vous parler process, procédure et de vous sensibiliser sur tout le travail que vous allez devoir fournir. Donc, nous, on travaille principalement avec 2 partenaires pour assurer la dématérialisation et l'automatisation de toutes les tâches qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, OpenBee, bah, voilà, qui va, assurer tout un tas d'API, de services complémentaires pour pouvoir automatiser le plus de choses et Maxime l'a dit tout à l'heure, ils ont déposé, Ah oui, leur candidature pour être PDP et là, récemment, ils nous ont même informé qu'ils avaient été, ils sont quasiment sûrs d'être sélectionnés puisqu'en ce moment, ils sont en train de réaliser des tests, oui, sur des clients. conjointement avec la DGFiP, pour, voilà, pour optimiser les process et cetera. Et puis on a Sedge qui a déposé aussi sa candidature pour être PDP, via le logiciel Sedge Automatisation Comptable, on va pouvoir automatiser tous les flux entrants de factures fournisseurs, la génération automatique des écritures, mais OpenBee le fait aussi, l'archivage automatique des documents, mais OpenBee va le faire aussi. Voilà. Et les circuits de validation, on n'en a pas Oui, parlé, oui, et les circuits de validation automatisés des factures, mais OpenBee le fait aussi. Donc grosso modo, voilà, on est sur des offres fonctionnelles qui sont similaires. L'avantage d'OpenBee par rapport à Sedge, c'est que si vous souhaitez dématérialiser autre chose que oui, des factures fournisseurs, eh bien, OpenBee est un logiciel de dématérialisation globale. Il y a plein d'autres services qui sont fournis autour, de la signature électronique de documents, de l'archivage de documents RH, des formulaires de saisie, des formulaires pour déposer des congés, des formulaires pour passer commande de frais généraux, c'est ça. etc., etc., etc. Enfin, voilà, c'est l'imagination est au pouvoir, on peut tout dématérialiser avec OpenBee. Voilà, c'est le spectre fonctionnel est beaucoup plus large que celui de Sedge, mais après, voilà, encore une fois, ça dépend de ce qu'on va avoir besoin. Eh bien, écoutez, on a terminé cette présentation avec un petit peu de retard, on s'en excuse, mais c'est vrai que le sujet est important. Il va nous occuper, nous tous, vous et nous, nos clients, sur les mois et les années à venir, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre en œuvre. Il va y avoir toutes les mises à jour V10 à passer. Euh, et puis, je voulais peut-être anticiper, enfin, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, donc je voulais anticiper cette question. J'ai beaucoup de clients qui me disent, oui, mais dans 2 ans, on sera plus à la V10 chez Sedge. On sera peut-être à la V12, à la V13, à la V14, on n'en sait rien, mais ça sera plus la V10. Alors, pourquoi je dois installer la V10 maintenant et pourquoi pas attendre, la sortie de la V13?
En fait, la réponse, elle est simple. C'est que vous avez sans doute pu comprendre à travers cette présentation qu'il y a un travail préparatoire à faire qui est Mmh. important et ce travail préparatoire, vous ne pouvez commencer à le faire que sur la V10. La V9, elle intègre la génération des factures au format facture X, mais elle ne contient pas la liste de tous les champs qui sont dorénavant obligatoires. Donc en fait, si vous n'avez Mmh. pas une V10, bah, vous ne pourrez pas vous préparer. Et évidemment, demain, quand il y aura une V11, une V12, une V13, eh bien, il y aura sans doute des fonctionnalités complémentaires, Oui. mais tout le travail préparatoire de mise à jour des bibliothèques, ben, en fait, ne sera pas perdu, il sera conservé lors des futures mises à jour. Donc tout ce qui sera fait ne sera plus à faire et je tiens vraiment à vous sensibiliser là-dessus, c'est que, pour tous ceux qui n'ont pas pris le train à marche et qui attendront de dire: «Oh là là, moi j'attends la dernière minute, on verra bien». De toute façon, voilà, ça sera peut-être encore décalé et puis peut-être ça se fera pas et cetera. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'Italie est en marche et il est hors de question que la Et France n'y soit pas non ça plus. marche, hein. Donc il va falloir que ça marche, donc on y sera et si vous n'êtes pas prêt à l'échéance, bah, ça sera 30 minutes de saisie manuelle par facture déposée sur les portails, plus tous les traitements manuels derrière qu'il y aura à faire. Mmh. Donc, il y a quand même, une importance, à mon avis, quasi vitale, pour la bonne santé des entreprises, d'être prêt et d'avoir anticipé tous ces changements.